Apprendre tout au long de la vie, c'est ce que permet l'université permanente. Un nouveau cycle vient d'ouvrir à La Roche-sur-Yon. Des conférences, des cours, on y parle d'histoire, d'art, de culture et de médias. C'est une vraie chance et il n'y a pas d'âge quand on a soif de savoir. C'est le sujet de notre émission. Bonjour Gilbert. Bonjour. Bonjour Yvelise. Bonjour Cathy. Donc on vous retrouve pour l'émission de cette semaine. Alors Gilbert, on ne va pas trop rigoler avec votre sujet, mais il est d'actualité. Oui, enfin, il y a un siècle que ça s'est passé, donc on peut à la fois faut cultiver cet aspect un peu mémoire, mais en même temps, bon, c'est... C'est une réalité, ça fait partie de notre histoire, donc on parlera de Verdun. Yvelise, alors beaucoup plus léger. À l'Est. Nous, on part à l'Est. On va vers le Japon. On va vers le Japon, oui. Le Japon côté cinéma. Côté cinéma. Donc on terminera l'émission avec le Japon. Jaïl Lamar, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Directeur de l'IUT de La Roche-sur-Yon. Alors ça fait quelques années qu'il y a un IUT à La Roche-sur-Yon, qui a un pôle universitaire. Et la nouveauté, c'est que le pôle universitaire, il ne fait pas qu'accueillir des étudiants, il élargit son spectre avec cette université permanente. Alors, l'université permanente, ça s'adresse à qui? Alors, l'université permanente, elle est ouverte à tous. Il n'y a pas d'âge. Les jeunes, les moins jeunes, les salariés, les non-salariés. Bref, donc, la culture, donc, ça s'apprend tous les jours. Alors, quand on dit culture, c'est parce que, je l'ai dit en introduction, l'université permanente, c'est des conférences, donc à peu près 13 conférences par an. Ça commence à la rentrée, en grosso modo, en octobre jusqu'en mai. Et puis, des cours. C'est bien ça. Voilà, tout à fait. C'est un cycle de conférences, plus... on démarre donc avec un cycle de conférences de 13 conférences aujourd'hui, plus 3 cours qu'on propose donc, dès la rentrée, là, donc dès janvier prochain. Alors, les conférences, je disais histoire, culture, il y a un panel vraiment large. Ça colle parfois à l'actualité, parfois ça a un regard vers le passé. Alors on peut peut-être citer quelques exemples. Les prochaines, en décembre, la guerre civile espagnole, il y aura l'abbaye de Fontevraud. Plus tard dans l'année, il sera question d'apocalypse. Tout à fait, c'est un sujet donc, qui passionne donc, les jeunes et les moins jeunes. Donc justement, c'est le déluge. Quand on parle de ça, donc, on a de la chance d'avoir des passionnés, mais vraiment qui viennent donner des conférences et puis nourrir l'actualité, parce qu'il s'agit d'une actualité, que ce soit dans... Parce que c'est ça, en fait, c'est que les gens acquièrent une matière, c'est ça, pour voir un petit peu, pour mieux analyser ce qui se passe. Voilà, tout à fait. C'est en lien avec l'actualité généralement. Donc, dans l'histoire, l'art, la culture, c'est une richesse aujourd'hui de transmettre donc, un savoir-faire, recherche, enseignement donc, vers les jeunes et les moins jeunes. Donc justement dans des domaines, dans des secteurs donc, qui intéressent donc, aujourd'hui le public. Alors vous avez ouvert le cycle des conférences avec Bruno Parmentier, alors qu'on connaît un peu en Vendée, pour l'avoir déjà vu en conférence, donc lui qui parle beaucoup de l'alimentation, des enjeux alimentaires à travers le monde. C'est un sujet important, oui, tout à fait. Il habite Angers d'ailleurs. Presque un voisin, oui. Presque un voisin. On y parle aussi dans ce cycle de conférences des médias. Alors là, il y a eu les élections américaines. Souvent, en fait, on pointe du doigt, on accuse les médias d'être responsables de pas mal de choses, d'avoir un certain pouvoir. Les crises politiques aujourd'hui intéressent donc le public. On s'interroge sur pas mal de sujets donc, en lien avec ce qui se passe autour de nous, que ce soit donc, en Europe, aux États-Unis. On a de la chance d'avoir des personnes aujourd'hui compétentes qui, en recherche justement, qui traitent ce type de sujet. Donc, j'ai eu de la chance moi-même donc, à assister à des conférences qui ne relèvent pas de mon domaine. Je suis physicien de formation, mais c'est vraiment enrichissant d'apprendre tous les jours. Et c'est un langage simple ou c'est pour des initiés? C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Donc, le conférencier, face à lui, donc, un public mixte. On a parlé tout à l'heure de génération. Là, il s'agit donc vraiment d'un lien social entre... D'ailleurs, on voit des personnes donc, salariées, non salariées, demandeurs... C'est vraiment pour venir s'enrichir sur des sujets très divers. Le programme, donc, on a dit, il y a à peu près 12 conférences au rythme de 2 par mois. En fin de journée, 18h15.
18h15. 18h15. Ça se passe sur le pôle universitaire. Campus universitaire, amphi A. Amphi A. Voilà, c'est indiqué. On paie 20 € pour accéder à l'ensemble des conférences du pôle universitaire, enfin ce qui se déroule à La Roche-sur-Yon. 20 €, c'est une contribution, hein, donc c'est une carte d'adhésion. On a la carte d'étudiant, mais qui donne accès à toutes les conférences qui se font non seulement sur le territoire, mais aussi donc à l'université de Nantes. Alors, je ne peux pas vous dire, donc j'ai un catalogue, mais vraiment, voilà, qui décrit une infinité donc, de conférences et je vous invite vraiment à aller voir on va regarder, sur la ligne. Il y a eu une petite vidéo qui a été faite qui reprend les conférences les plus marquantes. On va juste voir, mais c'est vraiment un tout petit extrait. On va voir, il y a des noms qu'on connaît, puisque c'est vraiment des conférenciers de qualité, puis il y a des gens qu'on ne connaît pas, mais qui sont quand même de très bon niveau. On voit un petit extrait. Chaque pays individuellement, c'est pas Bruxelles, hein, c'est chaque pays qui doit payer, s'était engagé à verser de l'argent au commissariat aux réfugiés des Nations Unies qui gère les camps. Plus on a de pouvoir, plus on risque la corruption. Donc il faut freiner les choses de telle façon à s'assurer que les gens sont le plus intègres possible. Le théâtre n'a pas disparu. Il aurait dû disparaître. Comme la voiture, le carrosse a disparu avec la voiture, il aurait dû disparaître avec le cinéma et la télévision. Or, il ne disparaît pas. Agace, alors sa définition de la laïcité. Donc, pour moi, la laïcité, donc, du haut de mes 27 ans, c'est justement... Vous ne croyez pas un seul moment que le Qatar et l'Arabie Saoudite souhaitaient que la démocratie soit installée en Syrie? Alors, ouais, il y en a pour tous les styles. Pour toutes les styles, voilà, tout à fait. Là, on termine avec Jean-François Kahn, Jean-Michel Ribes. Ça va de la science à l'histoire. Vraiment, il y a un grand panel. Donc, si je prends mon adhésion parce que je suis lyonnais, je peux quand même aller aux conférences de Nantes. À Nantes, et dans toutes les antennes de l'Université de Nantes, tout en sachant rapidement donc, qu'aujourd'hui, nous avons plus de 6200 adhérents donc à l'Université de Nantes, qui sont inscrits donc, à l'Université permanente de Nantes. À l'Université permanente de Nantes. Mais bien plus, si on prend en compte, parce qu'il y a plusieurs antennes comme celle qui vient d'ouvrir à La Roche-sur-Yon. Hein, alors il y a Ancenis, Blain, Châteaubriand, Clisson, Machecoul, Saint-Brévin. Les Sables d'Olonne, on en parlera un petit peu s'il y a une spécificité. Donc là aussi, je suis adhérent à l'Université permanente de La Roche-sur-Yon. Je peux aller à Ancenis. Si avec la même carte, donc on peut donc, choisir sa conférence. Donc c'est à la carte. Et 6200, est-ce qu'on peut dresser un petit profil de ces 6200 adhérents? Est-ce que c'est 50% de seniors? Est-ce que c'est... Non. Je fais partie de ces 6200 parce que moi-même j'assiste à des conférences qui m'intéressent, donc sur l'histoire, sur l'art, et puis bon... Voilà, donc, mais c'est pour tout le monde. On peut imaginer que les retraités représentent une bonne proportion, peut-être parce qu'ils sont beaucoup plus disponibles, donc ça c'est la notion de disponibilité, mais lorsqu'il s'agit de cette richesse culturelle, donc il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières parce que ça intéresse tout le monde. Oui. On y va pour, je dirais, le plaisir et en même temps l'envie de se cultiver. Oui, c'est le savoir-faire. Ça n'a rien de qualifiant, mais c'est... C'est un savoir-faire. Donc c'est vrai que c'est... voilà, donc pour moi, donc, il y a deux axes. Hein. Donc l'accès permanent au savoir, aux évolutions de l'actualité dans des domaines variés, comme par exemple donc, l'histoire, c'est ce que vous venez de décrire. Et puis c'est surtout, le deuxième point, c'est surtout renforcer, donc, mais vraiment les relations intergénérationnelles. Ouais. Alors, donc c'est important parce que si je prends l'exemple donc, de cette antenne déjà qui est présente chez nous, il y a un mixage étudiant, ancien, et qui permet donc vraiment d'échanger autour de... Parce que ce que vous nous expliquiez, c'est que les étudiants de l'UIT, un groupe d'étudiants est chargé de travailler sur la communication sur l'université permanente. Donc de la communication et de l'organisation. Donc ils sont en contact direct avec les anciens, avec les seniors, et donc c'est ce qu'ils apprécient aussi, donc les adhérents qui sont déjà venus nous voir. On va revenir à l'université permanente, on va faire une petite parenthèse avec Verdun par Gilbert Métivier. « 300 jours de carnage ». La bataille de Verdun, c'était pas... On en a beaucoup parlé en début d'année parce qu'effectivement, Verdun, ça a commencé précisément le 21 février 1916, mais ça n'a pas duré
que quelques jours. Il y a eu effectivement un déluge d'obus les tout premiers jours, et simplement le premier jour, 1 million d'obus. C'est au rythme de 700... Le premier jour ? Le premier jour, au rythme de 700 obus à la minute. C'était vraiment affreux. Mais pour autant, les batailles, je dis les batailles de Verdun, parce qu'en fait, c'est pas uniquement Verdun, c'est même plutôt un certain nombre de villages autour de Verdun qui ont fait l'objet de ce qu'on appelle la bataille de Verdun. Et ça ne s'est terminé que le 18 décembre 1916, donc 300 jours un peu de galère, plus que de morts, de gens qui ont souffert. Oui, on imagine. Donc, on peut dire que ça a été quand même un véritable drame. Alors, pourquoi Verdun? Pourquoi ces attaques des Allemands? C'est que on était dans une guerre de position, et l'Allemagne voulait rompre un petit peu avec cette position qui est un petit peu figée, et a décidé à Verdun précisément de mettre le paquet, et puis en quelque sorte d'influencer le cours de la guerre. Et ça ne s'est pas produit comme ça. Oui, parce 300 jours, c'est que ça n'a pas dû marcher. Ça a duré, voilà. C'est quand même... Alors, à la fois... Verdun, c'est un lieu important où il y a eu des morts. Très précisément, il y a eu 163 000 Français et presque autant d'Allemands, 143 000. Mais en même temps, Verdun, on ne peut pas dire que l'image est surfaite, mais c'est d'une part parce que c'est pas uniquement que Verdun, mais c'est des villages autour. On peut dire aussi que c'est toute la Meuse qui a été touchée, parce qu'au total, il y a eu 360 000 Français qui ont été tués au cours de cette même année 2016. Et encore presque autant d'Allemands. Ouais. Voilà. Et puis, si Verdun représente quelque chose, c'est aussi parce que presque tous les régiments de France ont été invités à passer par Verdun. C'est bien dit. Invités, oui. C'est Pétain qui le voulait. Et donc, tout le monde y est passé à un moment donné. Alors, malheureusement, certains y sont restés. Mais c'est ce qui explique un petit peu aussi l'expression « Verdun, j'y étais », parce que beaucoup, effectivement, ont connu ce lieu marquant, qui l'est resté parce qu'il y a eu d'autres lieux de bataille, effectivement, en 14-18, mais presque tous les autres lieux ont été remis en culture, alors qu'autour de Verdun, on a conservé ces champs de bataille. Alors, côté Vendéen, les Vendéens à Verdun? Les Vendéens ont été très concernés, puisqu'il y a eu 1571 tués recensés sur les lieux autour de Verdun. Ce qui ne tient pas compte, évidemment, de tous les blessés, des mutilés et de ceux qui ont pu décéder un petit peu après. Et des disparus, quelques disparus. Il y a eu quand même des recherches importantes, et on a approché, il y a un spécialiste d'ailleurs vendéen, qui s'est beaucoup intéressé à ça, qui s'appelle Jean-Yves Renaudinot, qui est le président du groupe vendéen de recherche sépulcrale et d'histoire. Le sigle est assez long. Voilà. Mais on peut le contacter parce qu'il connaît ça sur le bout du pouce. Et donc, les Vendéens ont été concernés aussi par d'autres batailles dans la Meuse. Il y a eu 2500 morts dans les Flandres et la Somme. Et au total, on considère qu'il y a eu 22 000 Vendéens qui ont été tués au cours de la guerre 14-18. Alors, aujourd'hui, on peut se renseigner un petit peu plus, parce que, d'une part, visiter, parce que c'est pas parce que l'année 2016 va bientôt se terminer, on peut encore visiter en 2017, et toujours, parce qu'il y a quand même des lieux importants et intéressants à voir. Il y a des ouvrages qui ont été rédigés, y compris par des Vendéens, notamment Roger Albert et Louis Renaud. Le Centre vendéen de recherche historique également. Il y a plein de choses. Il y a également un site qui a été créé récemment. Je crois que c'est www. Les Poilus de Vendée, tout attaché, que l'on peut consulter. Très bien. Merci Gilbert. Petite question. Les poilus. D'où est-ce que vient cette expression-là? Ils n'avaient pas de rasoir, ils ne pouvaient pas se raser, donc forcément ils étaient poilus au niveau de la barbe. Faux.
J'ai tenté le coup. C'est ce qui est généralement, retenu. Et c'est pas non plus parce qu'ils ont un poil dans la main, parce qu'ils sont entendus pendant 300 jours dans les tranchées. Hein. Tout simplement parce que les poilus, c'était un signe de virilité, de courage, de fougue, de force. C'est une vieille expression, déjà Molière en parlait dans Les Précieuses ridicules. Il parlait des trois poils fins, il y avait des expressions, et ça a été conservé. Même Napoléon, qui parlait surtout des grognards, parlait également des poilus. D'accord. Avec le nombre d'hommes qui portent la barbe maintenant, c'est devenu une mode. Je ne suis pas sûre qu'ils soient tous comme vous le dites. Bon, bref. On revient à l'université permanente. Alors, on a parlé du cycle de conférences, donc on a bien compris. On paie 20 € pour être adhérent à l'université permanente. On peut accéder au cycle de conférences un peu comme on veut, voire en dehors du pôle lyonnais. Mais il y a aussi des cours. Hein, donc il y a 3 thématiques de cours. Ça aussi, ça fait partie de l'université permanente. Alors les thématiques des cours, ça va à la fois du patrimoine. Alors il y a un cours qui s'intitule « Le patrimoine, toute une histoire », un autre plutôt sur l'Italie Renaissance. Et puis, un cycle sur comprendre la production de l'information médiatique. Donc, à la fois, on peut être très dans l'actualité, dans l'histoire, dans l'art et la culture. Donc, chaque cours, expliquez-nous. Alors, ça ne dure pas... Alors, les cours, donc, tout d'abord, c'est pour approfondir. On a des cours, peut-être, donc, qui seront peut-être en lien direct avec des conférences. Avec des conférences, bien sûr. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, les cours c'est des cours, donc, très courts. Hein, donc de 12 heures maximum. Hein, donc on a choisi ça parce qu'on va à l'essentiel. Hein, en séquence de 2 ou 3 heures. Oui, voilà. Donc les cours, globalement, c'est 12 heures, mais c'est des séances de 2 heures. Hein, voilà. 2 heures, 3 heures maximum. Il y a 6 dates par cours. Par exemple, je prenais l'exemple des médias. Donc il y a 6 dates et chaque date, c'est 2 heures. Voilà. Et normalement, les cours, on les présente donc sous forme de petits groupes. Hein. Petits groupes allant jusqu'à 20 personnes maximum. Hein. Donc, voilà. Ouais. Donc, ceci veut dire comment la proximité, donc pour pouvoir, par exemple, il y aura des cours, donc pas cette année, mais dès la rentrée prochaine, sur le numérique, par exemple, qui intéresse donc l'utilisation des outils. Alors là, les premiers cours commencent en janvier. Il faut s'inscrire assez rapidement si c'est... Voilà, donc c'est à la carte. Hein. Donc on peut s'inscrire donc dès que possible pour pouvoir donc accéder donc aux cours en question. Hein. Donc, Alors quand on s'engage pour un cours, on fait les 5 autres. Voilà. J'imagine bien. Voilà. Mais bon, si j'ai un empêchement, je ne suis pas licencié, je suis pas mis à la porte. Non, il n'y aura pas de diplôme non plus. Hein. Alors là, par contre, les cours, il y a un droit d'accès. On paie 55 € pour les 6 cours, c'est ça? Voilà, tout à fait. Hein. Donc il y a un forfait donc, de 55, tout en sachant que par rapport, nous avons réussi à négocier pour l'antenne de La Roche-sur-Yon que les cours soient accessibles à tous. Donc, accessible à tous, ça veut dire comment c'est demi-tarif par rapport à Nantes. D'accord. Donc, à Nantes, c'est beaucoup plus... Voilà. Tout simplement parce que bon, c'est un démarrage qu'on souhaite et on va essayer de garder donc, ce tarif-là, donc il restera donc accessible pour tous. Tout en sachant que la gratuité, donc, pour toutes les personnes donc, bénéficiant d'allocations diverses. Donc ça, c'est une chose. Hein, donc, alors, les enseignants qui viennent pour ces cours, c'est forcément des enseignants de l'université ou... Voilà, donc c'est une très bonne question. Qui sont les personnes qui viennent donner ces conférences ou ces cours-là? Donc, généralement, vous avez vu dans les vidéos, hein, donc c'est des grands conférenciers, hein, donc des professeurs de l'université, des chercheurs, ou alors des personnalités donc, expertes dans leur domaine. D'accord. Rassurez-nous, il n'y a pas de partiel ni d'examen. Non. Ça, c'est assez formidable. Il n'y a pas de diplôme non plus. Hein, donc, voilà. Mais ça, c'est assez fabuleux. Mais c'est le savoir. Hein, donc on peut garantir qu'à la fin d'un cours, normalement, on a un bagage qui nous permet d'utiliser un outil. Voilà. Ouais, et de pouvoir aussi... C'est une conférence où il y a un temps d'échange de questions à la fin de chaque cours. Oui, voilà, il y a des questions pour les cours, mais à la fin des conférences, oui, moi j'ai assisté à des conférences où l'échange dure au-delà de la conférence. Moi j'ai assisté à qui peut durer jusqu'à 1 heure après la conférence. Ah bon, donc voilà, le conférencier. Alors, vous vouliez passer un petit message aussi, c'est que vous aimeriez accueillir des bénévoles qui puissent aussi aider à l'organisation, un petit peu à la logistique, à accueillir le conférencier ou à noter l'émargement, des choses comme ça. Oui, voilà, ce qu'on souhaite, donc, c'est que
les anciens, les seniors, donc on souhaite qu'ils s'approprient l'outil de cette antenne, donc comme cela se fait par ailleurs, hein, donc c'est du bénévolat. Moi, le premier, je le fais dans le cadre du bénévolat. Les étudiants, donc c'est un formateur pour eux. Bref, donc voilà. Donc on lance un appel donc à toutes les personnes qui sont intéressées d'ailleurs de venir nous aider. Hein, donc 2 ou 3 personnes, donc pour la réception, pour voilà. Et puis c'est surtout nourrir donc les conférences pour les années qui vont suivre. Très bien. Ça donne vraiment envie de retourner à la fac ou d'y aller une première fois, hein, de mettre les pieds au pôle universitaire. Très bien, merci beaucoup, monsieur Lamarre. Avec plaisir, donc... Eh bien, on pourra vous réinviter pour faire le point dans un an, de savoir comment s'est passé, quelles sont les évolutions. Nous traversons une bonne partie de la planète, nous allons au Japon avec Yves. Grand écran au Japon. Oui, konnichiwa, Cathy. Oui, vous dites simplement konnichiwa, ça suffira. Konnichiwa, donc vous avez deviné effectivement de quoi je vous ai parlé. Je vais vous parler de Japon et plus particulièrement du cinéma japonais et d'un ouvrage qui vient de sortir, d'un coffret que proposent les éditions Carlotta. Ce coffret s'appelle L'âge d'or du cinéma japonais 1935-1975. Et donc il vient de sortir là il y a un mois. Il fait donc le point, il propose un dictionnaire, d'une part un dictionnaire où on retrouve 101 réalisateurs du 7e art au Japon. Donc c'est pas une paille. Hein. Durant cette période de 1935-1975. 1975, c'est-à-dire que les dates de naissance des réalisateurs. Hein, voilà. C'est pour ça qu'on a aussi dans le cinéma aujourd'hui. Aujourd'hui, il est encore vivant, hein, le cinéma japonais, est plus vivant que jamais d'ailleurs. Et pour être honnête, je vous avouerai, Cathy, que sur les 101 réalisateurs, j'en connaissais pas la moitié, ni un quart, ni un tiers. Mais par contre, je trouve que c'est très intéressant parce que comme c'est fait par ordre alphabétique, on découvre des réalisateurs avec ce qui est intéressant dans ce dictionnaire, c'est qu'il y a une multitude d'anecdotes qui sont liés sur chacun des réalisateurs, tournage de films, sortie de films. Donc même si on n'est pas un spécialiste du sujet, est-ce que ça peut paraître un peu élitiste, très abordable. Le cinéma japonais ? Oui, alors, effectivement, on va me dire c'est le cinéma japonais, c'est une petite niche, c'est hyper... mais non, pas du tout. C'est très vulgarisé, entre guillemets, et c'est très riche d'anecdotes. Donc je trouve que c'est intéressant. C'est d'ailleurs un cinéaste français qui fait des courts-métrages, Pascal Alex Vincent, un prénom un peu composé, qui a mis au point cet ouvrage. Il travaille depuis 12 ans dans le cinéma et y compris faire venir des films japonais en France. Et il a fait appel donc à 23 rédacteurs. C'est un ouvrage collectif. Donc 23 rédacteurs spécialistes du 7e art, des chercheurs, des critiques cinématographiques, qui ont un peu une spécialité quand même sur le cinéma asiatique en général, mais plutôt japonais. Et ce sont des gens qui sont aussi français et japonais. Voilà. Des gens qui viennent de Paris, mais aussi de Tokyo. Donc de A comme Adachi Masao à Y comme Yusa Noriaki, en passant par la figure comme certains vous connaissez, Akira Kurosawa, hein, on connaît les 7 samouraïs, voilà. Ou Ran, l'ombre du guerrier, à Ozu, le goût du saké. Ce sont donc 101 notices biographiques et artistiques qui sont présentées dans ce dictionnaire. Et il est complété de la préface d'un autre cinéaste de la génération actuelle, la nouvelle réalisateur, nouvelle génération, donc l'auteur de Tokyo Sonata, donc Kiyoshi Kurosawa, ne pas confondre avec Akira, qui donc fait la préface de cet ouvrage qui est vraiment très accessible à tout le monde. Et à côté du dictionnaire, il y a aussi un petit coffret, un petit livret avec des illustrations photographiques et aussi 6 DVD, des petits chefs-d'œuvre. Ça, c'est important. C'est les 6 DVD en version restaurée, qui plus est. Donc, on trouve le voyage à Tokyo, je ne vais pas tous les citer, on trouve les contes cruels de la jeunesse d'Oshima, le voyage à Tokyo d'Ozu, et puis je ne regrette rien de la jeunesse d'Akira Kurosawa, pour lequel moi, personnellement, j'ai un petit faible. Je trouve qu'il est très bien. Et parce que les éditions Carlotta contribuent activement à faire connaître donc, ce cinéma du monde entier, mais particulièrement le cinéma asiatique. L'un des premiers, il ne faut pas oublier que c'est quand même l'un des premiers, 101 réalisateurs, c'est quand même pas rien. En France, on en a beaucoup, mais en Italie aussi, mais au Japon, c'est quand même pas rien. Ils font aussi un inédit, ils sortent aussi un inédit dans ces 6 DVD, qui s'appelle Une femme dans la tourmente, de Mikio. Je crois que vous avez une bande-annonce. Tout à fait, on va parler de cette bande-annonce, on va s'arrêter de parler, on va regarder la bande-annonce de présentation de ce coffret.
Bien. Voilà, je vous rappelle juste le titre du coffret. Donc, l'âge d'or du cinéma japonais, 1935-1975. On va voir dans les centres culturels, la FNAC, ou dans les bonnes librairies ou centres commerciaux bien fournis. Au prix de 69,99 €. C'est pas une paille non plus. Mais cela dit, c'est un bel ouvrage, c'est un beau cadeau de Noël. Et puis, il y a les DVD. Et puis, il y a les DVD que, de toute façon, il faudrait acheter individuellement, ça coûte très cher. Donc, en conclusion, on va juste remercier Monsieur Vincent. Oui. Qui a eu l'idée de ce coffret en lui disant que arigato gozaimasu. Ah oui, c'était pour ça. Vincent-san. Elle s'est mise au Japon. Voilà. Je me suis mise au japonais récemment. C'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites, hein. Donc il n'y a pas de barrière, c'est cette ouverture donc, culturelle vers le Japon. Pourquoi pas une thématique sur... C'est peut-être un sujet qui nous intéresse pour l'université permanente. Voilà le lien qu'on peut faire donc. Eh ben, vous allez discuter à la fin de l'émission. Voilà, et Verdun. On va conclure cette émission avec la une du magazine du mois de novembre, avec laquelle vous avez rencontré Yves Lise, Monsieur Leland, qui est, on l'a appelé le mécano de l'accordéon, qui est à Fontenay-le-Comte, un parcours très très intéressant entre la mécanique et l'accordéon. Merci beaucoup, belle semaine à chacun de vous, et on se retrouve la semaine prochaine.